bons en digital et bons en marketing, mais j'ai des outils pour vous aider à rattraper l'éventuel retard que vous auriez à travers vos études dans soit le digital, la technique, technologie, l'innovation, soit dans le marketing et toutes ces jolies choses qu'on appelle la communication, le branding et tous ces noms en ing qui servent strictement à rien. Donc, c'est parti. On est sur du digital et principalement du digital mindset, parce que c'est ça qui est important. Le titre du cours, c'est démarche digitale, qu'on traduirait en français par digital mindset, et plan marketing, que je vais traduire moi très habilement par marketing plan ou digital plan. Voilà, donc on fait un peu sa sauce dans ce qu'on veut, mais ce que je vous fais là, ça fait partie d'un grand module qui s'appelle Digital Mindset. Il arrive par là, il sort par là. Bien joué. Donc le Digital Mindset, c'est ce que je vais vous inculquer, c'est ce que je vais vous expliquer dans ces 12 heures à travers un certain nombre d'outils divers et variés. Moi, vous verrez mon nom plus tard, il n'a aucune importance. Ce que j'ai fait n'a aucune importance. Je suis prof d'économie numérique et tout de suite, citation, tout de suite, name dropping, tout de suite, je note parce que vous avez besoin dans votre carrière de pouvoir dire machin a dit, truc a dit, on s'en fout. Ah ouais, mais truc, il a fait Firefox. Ah bon, si truc, il a fait Firefox, peut-être que ce qu'il a dit, c'est pas si con parce que Firefox, c'est quand même la seule alternative open source aux mastodontes que sont Chrome. Et ne confondez pas, les amis, surtout, alors là, pour ceux qui sont du marketing, les nuls en technique, ne confondez pas un navigateur, un browser et un moteur de recherche. Ce sont deux choses complètement à part. Le logiciel le plus utilisé au monde, c'est un navigateur, un browser, et vous en avez plusieurs et vous utilisez tous comme des moutons Chrome qui viennent chez Google, ce qui fait la confusion. Ou vous utilisez Safari si vous avez de magnifiques Mac, pour ceux qui sont riches, et ou vous utilisez Firefox pour ceux qui sont un peu indépendants, ou si vous êtes en alternance avec une boîte qui fait l'abruti, vous êtes sur Edge, le navigateur de Microsoft. Donc, il y a navigateur d'un côté, c'est un logiciel qui permet de faire des choses, et de l'autre côté, il y a un moteur de recherche. Et aujourd'hui, bien sûr, moteur d'IA, je ne ferai sans cesse l'aller-retour, salut tes revenus, l'aller-retour entre l'IA, le digital, l'IA, les transformations, l'IA et tout ce qui s'ensuit. Vous savez à quel point c'est important. Je pense que dans vos entreprises, ils ont déjà mis des plans, s'ils ne l'ont pas fait, dites-leur de se dépêcher, des plans pour que l'IA devienne quelque chose d'important dans l'entreprise. Donc, première citation, donc je suis professeur d'économie numérique, première citation, Marc Andreessen, c'est le gars qui a fait Firefox et Mozilla par la même occasion, qui aujourd'hui a un fonds d'investissement, mais ça on s'en fout. Marc Andreessen qui nous dit « Software is eating the world ». On ne traduit pas, hein, c'est trop bête et trop simple. Software is eating the world, ça veut dire que quel que soit le produit physique que vous vendez, il y a quoi comme produit plus physique qu'un bâtiment? Il y a quoi comme produit plus physique qu'une voiture? Une voiture, c'est un truc dans lequel je peux rentrer, je peux m'asseoir, je peux allumer le contact, je peux rouler. Hein, c'est physique, ça. Ce n'est pas du tout du blabla d'ingénieur informaticien. Eh bien, pour qu'une voiture fonctionne, c'est principalement une question de software, et c'est pour ça que Tesla est si en avance aujourd'hui. Pour qu'un bâtiment fonctionne, alors celui-ci fonctionne un petit peu moins bien que celui de Pantin, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un bâtiment hautement digital. Si le software de Pantin plante, on n'ouvre plus les portes, on n'ouvre plus les fenêtres, on n'allume plus la lumière, on n'a plus de chauffage, on n'a plus de clim. De toute façon, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim à Pantin. Le bâtiment devient inutilisable. C'est ça que veut dire software is eating the world. Quoi qu'on fasse, il y a, je le fais en anglais, c'est plus joli, a piece of software inside. Il y a un bout de logiciel, quoi qu'on utilise. Alors, bien sûr, quand on utilise un smartphone, c'est évident que c'est du software. Quand on utilise un ordinateur, c'est évident. Quand on utilise des IoT ou des IoT, c'est évident. Mais même un outil tout à fait simple, il y a du software à l'intérieur. Donc, Software is eating the world, normalement, je ne vous montre que cette slide. Mais parce que c'est vous et parce que vous êtes gentil, je vous montre aussi, mais je ne le ferai pas pour les autres, mais elles sont dans le slide deck. Je vous montre aussi la slide explicative. Mais bien sûr, je ne vais pas vous lire ça. C'est ce que je viens de dire. Je ne vais pas vous le lire. Mais donc, vous l'aurez dans les slides. Vous avez la slide avec 2 mots et vous avez la slide explicative. Et je vous ai dit que je ferai sans cesse l'aller-retour
entre l'IA et le digital. Et bien voilà l'aller-retour entre l'IA et le digital. Il y a un petit monsieur. Alors, Énigme, le petit monsieur, il est singapourien. Il porte toujours un blouson en cuir noir. Il a les cheveux blancs. Patron d'NVIDIA, Jensen Huang. Fun fact à propos de Jensen Huang, il a toujours un blouson noir, sauf à Vivatech, il faisait trop chaud, il a enlevé le blouson, mais c'est la seule fois. Donc, à Vivatech, on ne sait même pas accueillir les autres avec de la clé. Toujours un blouson noir. Et autre fun fact qui le lie à Mark Zuckerberg, que vous ne trouverez pas, mais je suis là pour vous le dire. Mark Zuckerberg, patron de Meta, c'est les deux seuls patrons qui sont encore à la tête des boîtes qu'ils ont créées. Tous les autres patrons de la tech ne sont plus à la tête de leur boîte. Mon ami Travis Kalanick, qui a créé Uber, il n'est plus à la tête de Uber, il s'est viré pour un MeToo. Sergey Brin et Larry Page, qui ont créé Google, ne sont plus à la tête de Google. C'est Sundar Pichai, etc., etc. Donc, je vous cite plein de rôles modèles, de noms, que si vous voulez faire une carrière dans le software, dans l'IA, dans le digital, dans le marketing digital, et le marketing ne peut pas être autre chose que digital, on ne sait plus faire du marketing sans digital, eh bien, vous devez connaître ces noms-là parce que vous devez pouvoir les citer. Bon, Mark Zuckerberg, ça fait, tout le monde le connaît, celui-là, mais Jensen Huang, il est plus, c'est toi qui l'as trouvé, il est plus complexe. Bravo. Donc voilà, et ce que nous dit Jensen, quand on le connaît, on peut l'appeler Jensen, là c'est vraiment ouais, Jen, pas con, Jen from the block, ce qu'il nous dit c'est AI is eating software. Donc on est un niveau au-dessus, le software is eating the economy, is eating the world, et Jensen Huang, il dit, ouais, mais AI is eating software, ce qui est vrai ou pas vrai, à vous de décider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 4 cours, maintenant que je me suis présenté? On va faire le premier cours, une vision de stratégie digitale, de stratégie marketing, de définition marketing et de ce nouveau marketing. Apprenez-vous à être un peu étonné. Pardon, attendez-vous à être un peu étonné. Deuxième cours qu'on fera cet après-midi à partir de 15h30 et des poussières, un cours sur la plateformisation et les nouveaux business models liés au software, liés à l'IA, liés à l'innovation et liés au digital. La prochaine fois qu'on se voit, je crois, c'est jeudi en visio. On fera le search, l'IA, bien sûr, parce que dans le search, il y a maintenant quasiment que de l'IA. Et puis, un peu, pour vous amuser, parce que c'est marrant, et puis ça fait un peu de détente pour tout le monde, un peu de content, d'influence et de réseaux sociaux. Ça fait partie du digital mindset, donc je dois l'utiliser avec vous. Et puis, on finira en beauté le 19 mars, c'est toujours à distance. C'est pas que je rechigne à venir à Grenoble. C'est beau, on est bien reçu, on a un café, c'est magnifique, les étudiants sont très sympas, mais on le fera à distance aussi le 19 mars, donc à distance, et ce cours est aussi à distance. S'il y en a qui ne sont pas là, qui sont malades, qui attendent un livreur Uber Eats ou un courrier chez eux, dites-leur de se connecter à distance, et le cours est enregistré, vous aurez le replay avant le déjeuner. On fait, et où se situent les slides, et où se situe le replay, et où se situent les quiz. Il y a 4 cours, donc il y a 4 quiz, 4 workshops. Et les notes que je vais rendre à Philippe Lé sont la moyenne de ces 4 quiz individuels et de ces 4 workshops collectifs. Vous pourrez faire les équipes que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Les quiz seront faits entre chaque cours? Non, je vais le dire. Les quiz sont une nouvelle méthode de quiz, parce que moi je fais que ce qui est nouveau, ce qui est anciennement merde. Nouvelle méthode de quiz, je vais vous donner le lien. Le quiz est ouvert pendant le cours. Donc, vous remplissez le quiz pendant le cours. Et à la fin du cours, vous rendez le quiz et vous avez tous 20. Ou alors, vous êtes teubé. Mais bon, vous n'êtes pas teubé. Donc, vous avez tous 20. Si ce n'est pas 20, c'est 18. Enfin, chipoter, si je trouve que vous avez mal formulé quelque chose, je vous mettrai un mauvais 18. Donc, le quiz est ouvert pendant le cours. Vous pourrez le faire pendant le cours. Je réponds aux questions, bien sûr, du quiz pendant le cours. Comme ça, on a économisé un petit peu de temps. Encore une fois, je vous le dis avec vous, on n'a pas beaucoup de temps, que 12 heures. Donc, j'essaie de faire tout rentrer là-dedans. Et les workshops, par exemple, pour ce cours-ci, on fera le workshop cet après-midi de je ne sais plus quelle heure à je ne sais plus quelle heure. Et puis après, on fera le cours numéro 2 de 15 à 16h30 et le workshop numéro 2 de 16h30 à 18 et des poussières. Je n'ai pas les horaires précis en fait, mais vous les avez mieux que moi. Donc, attention, première expérience Figital. Le Figital, un mot
valise, un mot très simple, c'est l'alliance du physique et du digital. Quel est le meilleur exemple qu'un click and collect que l'alliance du physique et digital? Je fais ma commande sur Internet et puis je prends mes petits pieds, je vais chercher ma commande qui est prête au magasin. C'est du physique et du digital. Autre exemple de digital, le QR code. Le QR code, c'est mon petit chouchou depuis des années et des années. Il y a 10 ans, on me disait, ah, fais chier les QR codes, ça nous saoule. Depuis le Covid, tout le monde ne dit rien. Et là, vous avez le QR code qui vous mène à un endroit que vous allez devoir apprendre à connaître. Si vous ne le flashez pas, il va disparaître. Il a disparu. Un endroit que vous devez, il faut peut-être un endroit que vous devez apprendre à connaître, qui est Linktree. Pourquoi Linktree est important? Vous devez tous, c'est gratuit bien sûr. Tous les outils que je vous donne pendant le cours sont gratuits. Le Linktree est un endroit que vous devez avoir. C'est un peu votre CV bis. C'est, comme son nom l'indique, un arbre à liens. Il y a plein de liens dans Linktree, ce qui fait que dans Linktree, vous pouvez mettre le lien vers votre, bien sûr, LinkedIn. Vous pouvez mettre un lien vers votre CV en PDF. Vous pouvez mettre un lien vers votre mémoire, votre thèse. Vous pouvez mettre un lien vers votre site favori. Vous pouvez mettre un lien vers votre Instagram, vers tout ce que vous voulez montrer à la planète. Donc, utilisez Linktree et vous aurez donc dans Linktree, en deuxième ou troisième lien, vous avez mon nom, mon téléphone, mon WhatsApp et tout le bazar. Et vous avez en troisième lien MTIR et ça vous amène à une merveilleuse page que j'ai fait pour vous, programmation en vibe coding, cela va sans dire. Et donc, tout le monde a signé. Il n'y a que la moitié qui ont signé le So We Sign. Donc, voilà cette magnifique page. Voilà, il n'y a pas de code. Non, c'est spécial, ça. C'est digital ici. Expérience. Donc, vous avez plein de choses et vous avez là un TLDR. Apprenez ce qu'est cet acronyme TLDR. Certains d'entre vous le savent. Too long didn't read. Là, vous avez sur le TLDR ici, vous avez le cours en 10 slides. Boum. Là, vous avez une slide par page, mais le cours complet en 40 slides ou 50 slides ou 60 slides, je ne sais pas combien il y en a. Là, vous avez un cours extrêmement condensé avec 16 slides par page. Pour certains, ils préfèrent regarder le cours comme ça. C'est mieux, c'est plus joli, ça va plus vite. En une page, vous avez 16 slides. Si vous ne préférez pas, vous le virez, ça n'a aucune importance. Et vous remarquerez que quand on clique sur un lien sur mon site, ça ouvre. Retenez ça pour vos entreprises qui perdent des sous tous les jours. Quand on clique sur un lien, ça ouvre un nouvel onglet. Tous les liens qui n'ouvrent pas de nouvel onglet sont des potentialités de clients perdus. Donc, vous avez dépensé en moyenne 7 balles dans le business to business. Vous avez dépensé 7 balles pour qu'un client arrive sur votre site. Et si vous n'ouvrez pas les liens dans des nouveaux onglets, ben, vous perdez les 7 balles parce que le client il clique sur un onglet, il dit « Oh mais non, mais là, ça c'est pas le produit que je veux. » Il ferme l'onglet. « Ah merde, il ne sait plus où il était. » Donc là, si ça ne me plaît pas, ce truc machin, je ferme l'onglet et guess what? Ben, je reviens exactement où j'étais. Donc tous les liens doivent s'ouvrir dans des nouveaux onglets. Pour ceux qui font un peu de technique, c'est juste 2 mots à ajouter qui s'appellent, quelqu'un connaît? Non, vous avez des quiches en HTML aussi. Target égale blanc. Voilà, tu écris target, T-A-R-G-E-T, target égale blanc, sur tous tes liens. Et tous tes liens s'ouvrent dans un nouvel onglet. Qu'est-ce que fait? C'est ce que font les gens qui font vraiment du business, vraiment du commerce. Alibaba fait ça, AliExpress fait ça, Temu fait ça, Booking fait ça, Trendline fait ça, tout le monde fait ça. Enfin, tous ceux qui veulent garder les clics. Attention, ce n'est pas fini. Ici, vous avez les slides. Attention, vous avez les slides. Ni dans PowerPoint, ni dans rien, mais des slides en HTML. C'est-à-dire que vous avez les slides du coup, comme si, voilà la première slide que je vous ai montrée tout à l'heure, comme si on ne sait pas si vous êtes sur Keynote, Canva, PowerPoint, on s'en moque. C'est les slides du cours que vous pouvez mettre en grand écran, que vous pouvez bien sûr passer et sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez comme d'habitude. On va hop à la slide la plus importante de la matinée, je vous la montre une première fois. UX, on verra ce terme de UX. Bien sûr, ça ne m'intéresse plus, je ferme la slide, je reviens ici, et là, attention, vous avez la même chose, mais avec une petite zone de texte sur laquelle vous pouvez prendre vos notes au fur et à mesure où je parle. Vous prenez vos notes, blablabla, blablabla. Moi, je mets n'importe quoi. Je n'enregistre pas vos notes. Vous pouvez mettre ça, c'est une slide complètement inutile. Et quand vous avez fini, vous cliquez ici, enregistrez les slides avec vos notes, et vous avez un PDF avec les slides et vos notes à côté. Ça, c'est du digital, les gars. Voilà. Donc,
Faites comme vous voulez. Là, vous avez le quiz numéro 1. Donc, je vous invite à cliquer sur ce quiz numéro 1. Il est ouvert. Vous cochez votre nom. Vous répondez aux questions. Et quand vous avez répondu à toutes les questions, vous l'envoyez. Et je vous donne la note tout à l'heure dès qu'on a terminé. Je vous ai dit que j'allais level up le cours et que même ceux qui étaient mauvais en marketing, bah, ils allaient devoir suivre la classe et s'y habituer. Là, vous avez plein de ressources. Donc, sur Moodle, il n'y a rien, ne cherchez pas. Vous avez un dictionnaire des acronymes, vous avez un lexique, vous avez plein de choses à télécharger ici. Vous en aurez encore d'autres tout à l'heure pour que TLDR, si vous avez oublié, c'est-à-dire Too Long Didn't Read, Marc Andreessen, si vous l'avez oublié, il est cité, Mozilla Firefox, si vous avez oublié, c'est cité. Vous pouvez vous rappeler de tout ce dont on a parlé à peu près ici. OK, ça marche? Et pour ceux qui se posent une question qu'on verra un peu plus tard, c'est quoi le référencement à une question? Attention. Dès que je clique, ça me met mon adresse mail, Non, non, tu coches ton nom, tu remplis, tu n'as pas besoin de mettre ton adresse mail. Et pour tous ceux qui se demandent, c'est quoi le SEO, c'est quoi le référencement, c'est quoi le search? C'est ça. Vous tapez dans Google MTIR, j'aime marketing digital. C'est qui le premier? C'est voilà. C'est ça le search, c'est être en premier quand on cherche MTIR, j'aime marketing, digital marketing, je l'ai mis à l'envers. C'est ça le search, c'est être en première position. C'est un site pour les étudiants, donc je ne fais pas de pub, ça va de soi, j'ai aucun intérêt à faire de la pub, j'ai rien à vendre. Mais retenez ça, première info qu'on verra dans le cours numéro 3 où on parle de search. Plus un site est intéressant pour l'utilisateur, et là mon site il est intéressant pour les élèves. Il y a 40 PDF, il y a plein d'infos, il y a plein de livres à lire, il y a plein de références, il y a plein de notions. Eh bien, plus votre site est intéressant à lire pour un être humain, mieux Google le référence. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du texte, du texte, du texte, du texte. J'ai rien contre la vidéo, j'ai rien contre les images. Mais si votre site est très imagé et très designé avec des choses hyper compliquées et tout, le robot Google, il arrive là et lui, il ne voit pas, il n'est pas sensible au dessin, aux animations, au motion, aux trucs, au bidule. Lui, il voit qu'il y a 3 mots. Il dit 3 mots, bah, c'est un site de merde. Même si vous êtes la boîte la plus importante du monde. Donc, attention à ça. Vous avez là l'expression de ce qu'est le SEO. Oui. avec l'IA, peut-être que ça va changer après. Ce sera le sujet du 3e cours, absolument. Il y a d'autres choses à faire pour être aussi dans l'IA. Sur Google, on peut mettre le texte dans la même couleur du fond. Non, non, ça marche. Ça marche pas. Pas prendre les robots Google pour des cons. Donc, Linktree, je vous invite tous et toutes à avoir votre Linktree sur lequel vous mettez vos liens à vous. Et quand on vous demande dans une réunion, dans un after work, dans un machin, vous rencontrez quelqu'un d'important, etc., vous lui donnez juste le lien de votre Linktree. Et hop, il a toutes les coordonnées, il a votre numéro de téléphone, votre nom, votre adresse et tout le truc. C'est gratuit, tout le monde fait ça. Il n'y a pas que Linktree qui fait ça, il y a Bento qui fait ça, il y en a d'autres qui font ça. Prenez celui que vous voulez, mais vous devez tous avoir, dans ce monde digital, cette carte de visite digitale à donner aux gens en disant, voilà, je t'envoie par WhatsApp, je t'envoie par SMS. Là, on a commencé à disperser. On se recadre, bing, cours numéro 1, on va parler de ce fameux New Digital et de ce fameux UX. Alors, on commence par, première question du quiz, quels sont les 3 piliers du digital? Alors, vous connaissez la blague de l'immobilier? Qu'est-ce qui est important en immobilier? Je vais vous faire en anglais, parce que c'est mieux en anglais. La location, 1, 2. La location, 3. La location. Donc, c'est l'emplacement en immobilier. L'important, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, j'aurais pu vous faire la blague pour les 3 piliers du digital. C'est quoi les 3 piliers du digital? C'est, retenez, ce sera le premier, le user, le user, le user. Le user. Il fallait écouter le début, c'était une blague. Les 3 piliers sont. Donc, voilà les 3 piliers en vrai. Premier pilier, bien sûr, tu peux marquer l'utilisateur, French. Deuxième pilier, en anglais, le Customer Journey. Quand il y a EY à la fin d'un mot anglais, c'est George Clooney, pas George Clooney. C'est le stade de Wembley, pas le stade de Wembley. C'est McKinsey, pas McKinsey.
Donc, le Customer Journey, en français, le parcours client. Le parcours client est composé de points de contact, en anglais des touch points. Tous les points de contact, c'est là que l'UX vient, tous les points de contact doivent avoir une UX magnifique. Une expérience utilisateur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'UX, expérience utilisateur magnifique. L'utilisateur doit être super content. En anglais, on appelle ça du flawless, sans défaut, pareil qu'un diamant. Du seamless, sans couture. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train de faire une expérience. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train d'acheter quelque chose. Et hop, on l'a acheté tellement c'est fluide, c'est agréable. On appelle ça le seamless en anglais, sans couture. Et bien sûr, sans accroc, sans peine, sans difficulté, que ce soit agréable, magnifique, fantastique, super. C'est ça, avoir un parcours utilisateur fait de points de contact dont chacun a une très bonne UX. Et troisième point du digital, la data. Donc, la question à laquelle il faut répondre sur le quiz numéro 1, c'est quels sont les 3 piliers du digital? 1, le user, l'utilisateur, le client. 2, le parcours client, le customer journey, écrit en français en anglais, avec les touch points qui doivent être un enchantement. Et 3, la data. Je vous le montre en détail, mais je ne vais pas commenter la slide parce que ce genre de slide ne se commente pas tellement elles sont dures à comprendre. Je vous les laisse pour que vous puissiez les regarder vous-même. Ça, c'est l'explication de tout ce qu'il y a dans le pilier numéro 1. Je ne vais pas le commenter, mais vous pourrez le lire tranquillement. Tout ce qu'il y a dans le pilier numéro 2 et tout ce qu'il y a dans le pilier numéro 3. Donc, dans le fameux pilier numéro 1, quand on parle du user, de l'utilisateur, ça prend la forme d'un persona. Vous avez tous travaillé sur des personas déjà? Dites-moi oui, je vois des oui, super. Donc, un persona. On verra un peu plus tard dans le plan digital comment précisément on fait un persona, quels sont les éléments importants pour moi. Donc, c'est la fameuse VOC. VOC, ça veut dire Voice of Customer. Je sais, il y a beaucoup de termes techniques, mais si on faisait un cours de médecine, si on faisait un cours de plomberie, il y aurait aussi beaucoup de termes techniques. Donc, les élèves disent « Ah, le cours est bien, mais il y a trop de termes techniques. » Bah oui, mais même en plomberie, il y a des termes techniques. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est un cours avec des termes techniques. Il faut se les taper. Et VOC veut dire Voice of Customer, la voix du client. Et c'est la chose la plus importante à écouter, c'est d'écouter la voix du client, d'écouter les utilisateurs. On appelle ça aussi du user-centric. On descend, je ne vais pas vous expliquer tous ces points. On en arrive au dark social et au social listening. Le parcours client, deuxième point. Ben, je vous ai tout dit, donc là, il n'y a rien à dire. Sans friction, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, sans friction, frictionless. Je peux vous aider? Non, c'est bon. Et si je peux vous aider, vous me dites ça. T'inquiète pas, c'est tout dans les slides. Vaut mieux écouter, vaut mieux comprendre. Et après, tu verras. Mais je fais mon dessus. Et le troisième point, attention. Je suis prêt à me battre avec vous si vous oubliez. Avec vous tous. Hein. On sera les plus petits. Le dernier point, la data. Retenez ça. Le digital, c'est de la data. On se plonge au XXe siècle, il n'y avait pas de data. Quand on faisait de la pub, on disait est-ce qu'ils ont aimé la pub ou pas? On ne sait pas. La seule chose qu'on pouvait regarder, c'est 3 semaines après, est-ce que les ventes ont augmenté? Ouais, les ventes ont augmenté, donc la pub est bonne. C'était le XXe siècle. C'est tout ce qu'on pouvait regarder. Aujourd'hui, on peut voir avec le digital tous les éléments. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a regardé? Est-ce qu'il a cliqué dessus? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il a commenté? Est-ce qu'il a dit ceci? Est-ce qu'il a fait cela? Est-ce qu'il a mis en panier? Est-ce qu'il a regardé les frais de port? On peut tout détailler. On a des milliers de data. Et pour tous les parcours
pour tous les points de contact du parcours client, on est capable d'avoir, j'espère que vous connaissez le terme, sinon on va le voir dans quelques instants, on est capable d'avoir un NPS. NPS, Net Promoter Score, c'est une échelle de 1 à 100, enfin, j'ai dit une erreur, pas de 1 à 100, de moins 100 à plus 100, le 0 étant la moyenne. Donc c'est pour ça que les gens qui ont 25, ils disent on a 25 de NPS. Ouais, mais tu pourrais avoir moins 75. Donc 25, c'est pas 2,5 sur 10. 25, c'est quelque part 25 sur moins 100 à 100. Ouais. Nous, on utilise aussi au travail de NPS. Ouais. Là, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas interne à une entreprise, ce n'est pas un outil interne, c'est vraiment un standard. C'est un standard mondial. Ok. Et vous allez rentrer dans le détail. Si, bien sûr, on va en parler un petit peu. Mais je peux te dire tout de suite, le NPS est un calcul où tu demandes toujours la même question. Attention, la question, c'est jamais. C'est quoi ton prénom? Ayman. Ayman? Oui. Ayman, est-ce que tu aimes bien le cours d'aujourd'hui? On ne pose jamais la question comme ça. Parce qu'Ayman, il peut avoir mal à la tête ou il peut être spécialiste en digital et tout ce que je dis depuis le début, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il le sait déjà. C'est pas que c'est nul ce que je dis, mais il le sait déjà. Donc il dit, Ayman, est-ce que vous aimez le cours d'aujourd'hui? Il répond, non, parce que je sais déjà. La question à poser quand on fait un NPS, c'est, Ayman, est-ce que vous conseillez à quelqu'un de suivre ce cours? Donc même s'il ne l'aime pas, il peut dire, ouais, pour quelqu'un d'autre, je lui conseille. Donc c'est toujours, conseillez-vous à quelqu'un, ça peut être en interne, hein. On fait une formation en interne pour les gens du supply chain, on forme 10 personnes et on dit aux 10 personnes, conseillez-vous au reste de l'équipe supply chain de suivre cette formation. Et la réponse est notée de 0 à 10 et le calcul, c'est qu'on ne tient pas compte des 7-8. 7-8, ce n'est pas une bonne note, c'est une note moyenne. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. 7-8, on ne tient pas compte. On prend les 9-10, ceux qui ont répondu 9-10, et on retranche ceux qui ont répondu 0-6. Donc, si les gens ont dit que la formation, elle est moyenne, conseillez-vous à quelqu'un de regarder cette formation? Ouais, c'est moyen, on va mettre 6. 6, c'est pas non plus nul. 6, ça fait 12 sur 20, c'est pas si nul que ça. Donc, on met 6. Si tu as 20 personnes qui mettent 6, eh ben, la formation, elle a reçu un NPS de moins 100. Si personne n'a mis 9-10. Ceux qui ont mis 7-8, ils ne comptent pas. C'est comme ça qu'on calcule internationalement. Il n'y a pas d'autre calcul du NPS, c'est le calcul du NPS. On prend les 9-10, on les appelle des promoteurs. C'est pour ça que ça s'appelle Net Promoter Score. On prend les 9-10, on retranche les 0,6. Alors, les boîtes françaises, qui n'aiment pas se prendre des cartons, disent c'est trop dur comme notation, on ne va pas prendre les 7-8, on va prendre on va pas prendre 7-8 comme étant la moyenne, on va prendre 6-7 comme étant la moyenne, et donc on va compter comme promoteur les 8, 9, 10, les 7, 8, 9, 10, et on va enlever juste les 0,4. Donc ils bidouillent le NPS pour avoir des bonnes notes. Mais la vraie note, le vrai calcul du NPS, c'est celui que je vous donne. Ici, donc il est là, le NPS. Et bien sûr, on va avoir plein de choses à calculer, parce que le digital, retenez cette phrase, digital égale data. Dès que vous faites une opération digitale, vous devez, c'est pas vous pouvez, c'est pas ce serait bien, c'est vous devez récolter la data qui est liée à cette opération. Votre boîte organise un webinar, oui? Il y a un risque lié à la data parce qu'avec le digital, on risque de perdre. Non, pas du tout. Si on fait ça bien, on ne perd pas les informations. Donc, votre boîte organise un webinar dans 10 jours. Et votre patron vous dit il faut inviter tous nos clients à ce webinar, un mardi midi, webinar, 1 heure. Et il vous dit invitez-les par mail. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un mail à tous les clients. Et moi, une demi-heure après l'envoi du mail, je vous dis alors, quels sont les résultats? Et vous me dites je ne sais pas, personne n'a répondu. Et là, vous êtes viré. Pourquoi vous êtes viré? Parce que comme vous avez envoyé un mail, c'est un acte digital, vous devez avoir des stats sur l'envoi du mail. Combien d'adresses étaient erronées? C'est-à-dire l'adresse, elle n'existe pas. Combien de mails sont allés directement dans le firewall de l'entreprise? Combien de mails sont arrivés dans la zone spam du client mail du client? Combien de clients ont fait ce qu'on appelle un bounce rate? Un bounce rate, c'est l'email, il n'est même pas regardé, il est détruit en moins d'1 seconde. Combien de clients ont détruit notre email en moins d'1 seconde? Combien de clients ont ouvert l'email? Combien de clients ont forwardé l'email à quelqu'un? Combien de clients ont réouvert l'email? Vous devez avoir toutes les stats liées à l'email.
Et pour ça, ben, il faut s'y préparer. Ce n'est pas en envoyant avec Gmail ou avec Outlook des emails que vous aurez ces stats. Vous devez avoir les stats liées à un email. Et quand, au bout de quelques heures, vous aurez quelques réponses des clients, vous saurez bien sûr qui a répondu. Mais est-ce que ceux qui ont répondu ont forwardé à des collègues? Est-ce que ceux qui n'ont pas répondu ont classé le mail, l'ont réouvert plusieurs fois, l'ont classé sans le réouvrir, l'ont détruit directement? Et s'il y avait plusieurs zones où on peut cliquer dans le mail, vous allez voir, parce que c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle une heat map, une carte de chaleur, où est-ce que les gens ont cliqué par rapport aux zones où les gens n'ont pas cliqué. Et ça, c'est les données que vous devez avoir, parce que l'email, c'est digital, digital égale data. Vous devez récolter les datas liées à cet email. Tout à l'heure, vous avez flashé un QR code. Je suis capable de dire combien de personnes ont flashé le QR code. Parce que c'est du digital. Et je peux dire, MTIR à Grenoble, on est le 14 février, c'était la Saint-Valentin. J'espère que vous avez tous envoyé des petits mots doux aux personnes que vous aimez. Pas forcément des amoureux, ça peut être votre famille, ça peut être votre petit frère, petite sœur. Envoyez des mots doux à tous les gens que vous aimez. Donc aujourd'hui, on doit être le 16. Ben, j'ai une stat qui dit le 16, alors je ne sais pas si la stat me dit que c'est à Grenoble, mais le 16, à 10 heures, j'ai eu X flash de QR code. Donc imaginez quelqu'un qui dit « Ok, on va mettre Linktree de l'entreprise sur un QR code. Le QR code, on va le mettre sur des kakémonos. Les kakémonos, on va les mettre dans 5 expositions. Génial, super idée, on le fait. » Et bien à la fin de l'année, tu dois me dire quels sont les kakémonos qui ont le plus cliqué par rapport aux autres. Le kakémono est allé à Düsseldorf, personne n'a cliqué. Il est allé à Londres, il y a eu 25 clics. Il est allé à Paris, il y a eu 250 clics. Vous devez connaître ces données. Et elles sont facilement accessibles. Puisque c'est du digital, on est capable de tout suivre. Donc retenez cet adage, digital égale data. Après, comment faire un persona? Moi, il y a des milliers sur Canva, je pense que vous utilisez Canva comme tout le monde. Canva, il y a des milliers de templates, il y a des milliers de modèles. Moi, il n'y a que 3 choses qui m'intéressent. C'est 1, le prénom. Je veux un prénom. Il n'y a jamais de nom de famille. C'est jamais Pascal Martin. C'est toujours Pascal. Pascal E ou Pascal L. Pascal. Même quand on fait du B2B, si votre client c'est Airbus, ne marquez pas en haut du persona Airbus. Il y a 120 000 personnes chez Airbus, c'est qui? C'est Airbus. Ah ben nous, c'est Airbus notre client. Mais oui, mais c'est qui dans Airbus? Tu traites avec le responsable des achats industriels, le responsable des achats renouvelables, tu traites avec les repair shops, tu traites avec le R&D, tu traites avec qui tu traites chez Airbus? Donc, un persona, c'est toujours un prénom. Et quand il fait du B2B, il a une fonction dans l'entreprise. Il est responsable des fournitures et des appels d'offres chez Airbus. Et il s'appelle Pascal. Et ce Pascal, il représente tous les responsables d'achat de fournitures chez les avionneurs. Donc, il va représenter aussi un Brésilien, Rohan, qui fait ça chez Embraer, un Américain, John, qui fait ça chez Boeing, mais on l'appellera Pascal. Et forcément, on a une deuxième cible, c'est ceux qui réparent les avions. Ben là, on l'appellera Sofia. Et Sofia, elle est espagnole, elle travaille à l'aéroport de Barcelone et elle est responsable d'une équipe de réparation des avions. Mais cette Sofia, qui a un job, qui a une fonction, elle représente toutes les Sofias du monde qui ont le même job qu'elle, au même niveau qu'elle. Donc, il y en a une de Sofia qui est Gertrude, qui est à Berlin, elle bosse pour la Lufthansa et elle s'occupe de réparer les avions. Donc, c'est toujours un prénom qui représente 1000, 2000, 3000, en cas du B2C, 1 million de personnes. Mais c'est un prénom. Après, vous mettez la photo ou pas, si vous voulez, c'est pas important. La photo, c'est juste la partie marrante, mais on s'en fout d'être marrante, ça sert à rien. Ça, c'est la partie la plus importante, la partie rouge-orange là que vous avez sous les yeux, c'est, et je vais tout de suite faire une règle de marketing que vous ne devrez jamais, jamais, jamais oublier. Quels sont les problèmes? On est parti sur Pascal avec un E qui s'occupe des achats pour Airbus. Quels sont les problèmes de Pascal? Quelles sont les attentes de Pascal? Quels sont les rêves de Pascal? Quelles sont les aspirations de Pascal? Pascal, quand elle se lève le matin, elle dit « Ah, fait chier, il va falloir que je fasse ce truc-là. »
quelles sont les frustrations, quels sont les soucis, quels sont les pain points, on appelle ça en anglais un pain point, quels sont les, je sais pas comment on traduit pain point en français, mais les points de douleur, pourquoi pas, allez, on y va, points de douleur, quelles sont les frustrations de Pascal? Attention, grande règle du marketing, si Pascal, je parle d'un personnage B2B, n'a aucun problème dans son job, ça se passe super bien, ils ont déjà intégré l'IA, il a une équipe hyper dynamique, elle est hyper bien formée elle-même et ses équipes, ça se passe hyper bien, il y a zéro problème. Retenez ça, c'est super important. Si Pascal a zéro problème, alors on ne peut rien lui vendre. C'est faux, totalement faux de dire le marketing consiste à créer des besoins et une fois que le gars il a un besoin, ben, je vais lui satisfaire son besoin en lui vendant un iPhone à 2000 €. Non. Les gens ont des besoins naturels. S'ils sont satisfaits, tu arrives trop tard et tu leur vendras rien. Si le besoin n'est pas satisfait, il a un très beau téléphone, c'est un Samsung, mais il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Tu arrives avec ton iPhone, tu peux éventuellement lui faire un petit truc. Mais la personne qui n'a aucun besoin, aucun problème, aucune envie, on ne peut rien leur vendre. Le peuple le plus heureux du monde, c'est les Bhoutanais qui vivent au Bhoutan. Ils ont une super éducation, ils ont un super système de santé gratuit, ils sont tous au boulot, il n'y a pas de chômage, ils vivent tous en communauté et dans la communauté, il y a la famille. Qu'est-ce que tu veux leur vendre? Du Deliveroo. Les Deliveroo, c'est tu téléphones, j'avais pas de téléphone, tu téléphones et ta bouffe, elle est livrée. Et il te dit, mais moi, il y a la grand-mère qui fait mieux à bouffer que tout le monde et qui fait à bouffer pour toute la communauté. Qu'est-ce que tu veux que j'appelle Deliveroo? Ouais, mais le coca, achète un Ciao Kombucha, c'est une super boisson trop sympa. Rien à foutre du Ciao Kombucha. On a du thé qui est cultivé là-bas, qui est fermenté ici, c'est le meilleur thé du monde, on n'a pas besoin de... Qu'est-ce que tu veux leur vendre? Ils sont hyper heureux. Donc, et vous pouvez regarder, il n'y a aucune marque internationale, ni d'hôtellerie, ni de food, ni de quoi que ce soit, qui s'est introduite au Bhoutan. Les gars sont super heureux, pays le plus heureux du monde. Ils ont besoin de rien. Ils consomment de la drogue ou pas? Pas du tout. Alors, Leur dire qu'ils peuvent être plus heureux. je connais pas assez bien pour te dire, mais peut-être qu'ils ont une plante qu'ils mâchent un peu comme les Indonésiens ou comme les... Yéménites. Peut-être qu'il y a une drogue qui mâche et qui les euphorise un petit peu, ça je sais pas. C'est une bonne question, il faudrait faire une... Tu as toujours un truc à vendre, hein. Pas de commentaire, mais il en a vraiment. Donc, ça, c'est le deuxième point le plus important. Et le troisième point que je veux voir figurer dans un persona, c'est quels sont les médias sur lesquels on peut toucher le persona. Mon Pascal qui s'occupe chez Airbus, est-ce qu'il est plutôt email, il est plutôt WhatsApp, il est plutôt Insta, il est plutôt Facebook, il est plutôt quoi, les gars? Là, vous reconnaissez tous les réseaux, Messenger, bien sûr, pas autre chose, du Snapchat, du Line, c'est pas pour la France. Il peut être très Tinder, les gars. Eh ben, on va communiquer avec lui sur Tinder. Et j'ai pas mis Strava, j'ai pas mis d'autres choses. Vous connaissez celui-là? Reddit. On parlait d'IA tout à l'heure. Hyper important, Reddit pour l'IA. C'est Reddit qui nourrit les moteurs d'IA. Donc, si votre boîte n'est pas présente dans Reddit avec des subreddits, il y a des gros problèmes à faire. Et ils m'ont pas mis de feutre, de peur que j'écrive sur des feutres indélébiles. Mais on a un problème. En France, on a un problème avec ça. D'accord que vous êtes tous en alternance, tous dans des boîtes. D'accord que tous vos clients sont sur WhatsApp. C'est les bureaux pro. Non, mais je ne te parle pas trop. Parce que vos clients, tous les clients, du CEO au plus bas, ils ont tous WhatsApp sur leur téléphone. Non. OK. Donc, vos clients utilisent WhatsApp. Et vous dites, je vous envoie un mail. Bah ouais, mais il faut que j'ouvre le laptop. Moi, je suis à l'atelier. Ah ouais, le mail. Alors, le mail, il faut que j'aille. Vos clients sont sur WhatsApp. Quelle est la méthode de communication la plus efficace pour communiquer avec des clients qui sont sur WhatsApp? Allez-y, je vous donne 3 secondes. WhatsApp. Mais on dit que c'est très personnel. Pas du tout. Du tout. Pas du tout.
Tous les Chinois, alors là, les Chinois, c'est plus direct. Hein, là, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Tous les Chinois sont sur WeChat. Si vous voulez aller faire du business ou même du tourisme en Chine et que vous n'avez pas WeChat, impossible. Tu bouffes pas, tu dors pas, tu prends pas de taxi, tu fais rien. Tout est dans WeChat. Quand tu dis à un Chinois, je vais vous envoyer un mail, il dit, oulala, un mail. Alors attention, c'est un peu comme ça, si je vous dis, je vais vous envoyer un fax. Vous savez, ça a existé, les fax, quelque part, j'en ai vu un jour, mais un fax, non, j'ai pas. Donc les Chinois, par mail, ils envoient que des pièces juridiques et comptables, le contrat complet qui fait 25 pages, oui, il est envoyé par mail au service legal et au service machin. Là, il y a un mail qui est fait. L'appel d'offres est envoyé par email. Mais tous les contacts, tous les contacts, je parle business, hein, je ne parle pas entre amis, tous les contacts business sont sur WeChat. Et la France a un énorme problème, comme vous l'avez tous montré ici, avec WhatsApp, en disant « Ah non, c'est personnel ». Non, mais l'email, c'est personnel ou c'est pro? Ça dépend. Parfois, vous avez des emails perso qui arrivent là-dedans, et puis dans la même boîte, vous avez des emails pro. C'est logique. La vie, elle est faite de... dans WhatsApp, il y a du pro, bien sûr, pardon, il y a du perso, il y a la famille, les amis et tout, et il y a du business. Et il y a pour l'instant 2-3% des boîtes françaises qui sont passées à WhatsApp. Moi, je vous dis que dans 4-5 ans, ce sera 50% des boîtes qui vont passer sur WhatsApp. Aujourd'hui, ça pose un problème. En Indonésie, au Brésil, tout se passe par WhatsApp. Donc, et au Maghreb aussi, tout se passe par WhatsApp, même les contacts pro. Donc, il faut utiliser WhatsApp. Ouais. Il y a un variant WhatsApp Business. Oui, bien sûr, il y a un variant. Tout à fait. Avec un petit plus ici. On connaît tout ça. Et mon WhatsApp, si vous êtes connecté à mon WhatsApp, vous avez sur mon WhatsApp Business plein d'infos sur ma vie privée qui ne vous intéressent pas du tout. Le parcours client, on le représente comme ça. Chaque point est un point de contact. On en parlera un peu plus. Je ne vais pas vous abrutir avec ça. On est toujours dans les 3 piliers digitales. Question 1 du quiz. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut retenir de ce parcours client, c'est que chaque point de contact doit être une expérience positive. C'est pour ça que j'ai mis du rose avec un beau sourire, une expérience positive, sympathique et agréable. Et dernier point, la data. Vous avez bien sûr le NPS, des QR codes, GA4. Quelqu'un sait ce que veut dire GA4? Google Analytics 4, tout le monde l'appelle GA4. Ce n'est pas un jeu qui va sortir bientôt et qui sera au numéro 6. Non, c'est Google Analytics 4. C'est le logiciel le plus important à maîtriser si vous voulez bosser dans une boîte au service digital, marketing, Internet, au service innovation. Si vous ne savez pas vous servir de GA4, impossible. GA4, donc Google fait plein de formations et vous pouvez être certifié GA4. C'est un peu compliqué, c'est un peu chaud, mais bon, avec 10-20 heures, vous arrivez à avoir votre certif GA4. C'est bien sûr bien plus important d'avoir une certif GA4, HubSpot, Google Search Console, Meta publicitaire et des dizaines et des centaines que je connais, que d'avoir marqué, j'en vois encore dans les CV, j'ai fait passer des entretiens très récemment, des sorties et d'entrées, maîtrise de la suite Office, sans déconner. En seconde, ils savent se servir de Word. En première, pour le truc technique, ils savent se servir de PowerPoint. Donc, vous ne dites pas Word, Excel, PowerPoint. C'est vraiment... mettez-moi du Notion, mettez-moi du Airtable, mettez-moi j'ai pas le nom de la suite technique du tableau, mettez-moi... du Power BI, c'est le mot que je cherchais. Mettez-moi du Power BI qui vient de chez Microsoft. Mettez-moi du curseur, pour ceux qui savent ce que c'est. Mettez-moi pas du Lovable, c'est vraiment pour les brels. Mettez-moi du Vibecode, mettez-moi ce que vous voulez, mais arrêtez la suite Office. C'est vraiment le truc, c'est le 20e siècle. C'est pas du tout. C'est pas si facile, hein, monsieur. Il y en a beaucoup. Je peux pas Excel. me le faire sur Notion, je ne peux pas me le faire sur Excel. Je ne peux pas faire. Dans les boîtes sur Excel. Ah oui, oui. Bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas Airtable, ils ne connaissent pas Notion, ils ne connaissent pas. Ça revient sur Excel. Mais c'est important que vous qui arriviez disiez, moi j'ai les nouveaux outils. Comme eux à l'époque, c'est facile de leur dire. Hein. Vous à l'époque, vous avez été les premiers dans la boîte à utiliser Excel et Word. Ben, moi je suis le premier à utiliser Notion. Qu'est-ce qu'on vous a dit il y a 20 ans
quand vous avez dit que vous étiez avec Excel et Word, vous avez, ah, mais nous, on est plutôt avec pareil, la route. Autre ratio extrêmement important, je ne m'appesantis pas dessus, c'est un peu complexe. C'est deux mots complexes. Ceux qui sont déjà à la bourre, qui ne comprennent rien à ce que j'ai dit au début, oubliez cette slide. Pour ceux qui suivent, LTV, c'est la lifetime value, c'est ce que rapporte un client pendant toute sa durée de vie. Et le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Et bien sûr, il est hyper important dans la data de mesurer combien vous rapporte le client pendant toute sa durée de vie et combien coûte l'acquisition d'un client. Certains clients dans les 6 suites, c'est les CEO, COO, CTO, etc., CMO, c'est tous les gens qui ont un niveau C, donc les top managers. Recruter, avoir un contact, un client top manager, ça peut coûter jusqu'à 1500, 1700 euros. Donc, tu as 1700 euros de coût d'acquisition client. Avant de faire 1700 euros de marge, bon, si tu vends des moteurs d'avion, si tu vends des systèmes complexes, facile. Mais si tu vends des produits de grande consommation, faire 1700 euros de marge, si tu es dans les yaourts, il va falloir vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de yaourts. Des slides, j'arrive. OK, c'est bon pour les 3 piliers digital. Vous avez tout rempli le quiz, 3 piliers digital. C'est bon. Allez, on passe à la suivante. Transformation digitale. Certains préfèrent dire numérique. Certains disent digital, c'est anglais, numérique, c'est français. On s'en fout, c'est des synonymes. Moi, je préfère parler de transformation digitale parce que c'est plus court, mais je préfère surtout parler des causes, les garçons, des causes, on aborde des questions complexes, des causes de la transformation digitale et des conséquences de la transformation digitale. Plutôt que de pinailler sur le mot, quelles sont les causes? Elles sont là au tableau. Et quelles sont les conséquences? On va les voir dans 2 secondes de la transformation digitale. Certains disent, ce n'est pas une transformation, c'est plus une évolution. Et non, ben non, ce n'est pas une évolution, c'est plutôt une révolution. On s'en fout. Les causes, c'est ça. C'est les NBC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information, sciences cognitives. Les NAT, les New Age Technology, des technologies très, très, très avancées. On appelle ça aussi parfois des frontier technologies. Ça n'existe qu'en anglais, donc je dis de le dire en anglais. Frontier, c'est des technologies qui sont à la frontière de la science. C'est vraiment, c'est les frontières, c'est vraiment les technologies les plus avancées. Ce qu'on appelle les New Age Technologies, les NAT, de l'IA, bien sûr, pourquoi pas de la quantique, du robotique, tout ça. Ça, ce sont les causes. Pourquoi est-ce que l'entreprise fait une transformation digitale? Parce qu'il y a une nouvelle techno, il y a un nouveau produit qui existe. S'il n'y avait pas cette avancée technologique, s'il n'y avait pas ces innovations, on serait tranquillou-bilou en train de ne pas faire de transformation digitale. Mais comme ça pousse, il y a plein de gens qui, vous connaissez le Shadow IA, vous connaissez le Shadow, l'informatique en Shadow, les gens qui utilisent chez eux des outils plus performants que ce qu'on utilise en entreprise. Ça pousse, du coup, l'entreprise dit, ah donc, il faut faire de l'IA aujourd'hui. Mais c'est parce que l'IA existe. Si l'IA n'existe pas, l'entreprise, elle n'irait pas dans l'IA. Donc, la cause des transformations digitales, c'est l'avancée, l'innovation, l'avancée des technologies. Et les conséquences, quand on s'en fout que ce soit transformation, révolution, évolution, numérique, digital, c'est pareil. Et les conséquences, elles sont ici. Il y a 2 conséquences. Et c'est ça la question du quiz. Quels sont les 2 aspects de la transformation digitale? 1, c'est changement des produits, donc de l'offre, de ce qu'on vend. Donc hier, on vendait une table avec des roulettes, de l'acier et un plateau en bois. Demain, on va vendre une table avec un GPS à l'intérieur pour savoir où elle est, avec un moteur pour la monter, pour la baisser, avec du carbone pour remplacer l'acier parce que c'est trop lourd l'acier, et avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui mettre dedans, une forme d'oiseau pour qu'elle soit plus profilée en cas de ceci ou de cela. Et puis on va la mettre inifugée, on va s'en servir de bouclier et elle va avoir 25 fonctions. Ça, c'est l'offre qu'on fait, notre value proposition. Le produit que l'on vend, que ce soit une table, que ce soit un ordi, que ce soit n'importe une fringue. La fringue, dans la fringue, on va lui mettre des capteurs qui vont permettre de détecter des maladies. On va lui mettre des capteurs qui vont permettre de s'auto-nettoyer. Donc le t-shirt, on pourra le nettoyer plus que tous les 3 jours au lieu de tous les jours. Le produit évolue.
Alors bien sûr, quand c'est un produit digital, le produit digital évolue aussi. Mais c'est ce qu'on vend, ça. C'est ce que le client voit. Quelle est votre offre? Donc, c'est produit, offre, proposition, value proposition, etc., etc. Et le deuxième élément, c'est que ça change le fonctionnement de l'entreprise. Ça change les process de l'entreprise. Comment l'entreprise manage? Est-ce qu'on est toujours sur une pyramide énorme avec 18 échelons? Aujourd'hui, avec la technologie, 18 échelons, c'est pas possible. 4, c'est le maximum. Est-ce qu'on recrute toujours en lisant tous les CV, en recevant toutes les personnes, en faisant 5 interviews par personne et un processus qui dure 3 mois? Ça, c'est à l'ancienne. Nouveauté, on va utiliser l'IA pour trier les CV, on va utiliser l'IA pour un premier questionnaire qui va nous filtrer et on va recevoir 4 candidats. C'est tout. Donc, est-ce qu'on utilise l'IA pour le marketing? Est-ce qu'on utilise le digital pour la recherche et développement? Est-ce qu'on utilise l'open innovation? Ou est-ce qu'on est à l'ancienne en disant le syndrome du not invented here, le NIH? Ce qui n'est pas inventé chez nous est mauvais, donc on va avoir nous-mêmes tous nos brevets. Non. L'idée aujourd'hui, c'est de partager les brevets avec l'ensemble des compétiteurs, coopétiteurs, avec les gens qui font autre chose dans un autre domaine, dans notre pays, on va pouvoir les copier. C'est tout ça aujourd'hui qui va changer les processus de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on fait toujours, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de la finance ici, est-ce qu'on fait toujours, avec la facturation électronique, est-ce qu'on fait toujours les bilans, compte de résultats, contrôle de gestion à l'ancienne? J'affecte une charge en double tableau, non, en double T, en double partie, je ne sais pas comment on dit, enfin bon, j'affecte la charge un peu ici, ça impacte tel BU, je fais une écriture comptable. Ou est-ce qu'on laisse l'IA faire la répartition des charges? Est-ce que votre boîte, elle a encore, comme j'aime, des remboursements de frais en papier agrafé avec une addition faite à la main? J'ai pris un taxi, j'ai pris un truc, j'ai mangé au restaurant, j'agrafe avec tous les papiers et j'envoie les papiers. Est-ce qu'on en a encore là? Ou est-ce qu'on a digitalisé le bordel avec quatre photos déjà remboursées et on n'en parle plus? Ça, c'est le deuxième point. Les transitions, marketing, communication sur les process. Là, vous avez le détail. Pareil sur la durabilité. Je parle de durabilité dans quelques instants, parce que c'est hyper important. Pareil sur le X, pareil sur les méthodes marketing. Et là, c'est pour l'entreprise, les services, la transition, donc le marketing, le supply chain. Est-ce que le supply chain est encore géré de manière physique et manuelle? Ou est-ce que le supply chain, il y a des objets connectés, des IoT, alors comme ils sont industriels, on va dire IIoT, quand il y a 2 I, ça veut dire Industrial Internet of Things. Est-ce qu'il y a des capteurs, est-ce qu'il y a des caméras qui regardent les produits dans tout le stock et qui disent, là, il ne reste plus que 2 produits ici, il y en a 4 là-bas. Quand le robot sera au repos, il faudra qu'ils prennent les 4 ici, qu'ils les mettent avec les 2 ici, parce que la prochaine commande dans 2 jours qui arrive, c'est 6 produits, donc on les met près de la sortie. Ou est-ce que c'est toujours la supply chain à l'ancienne, avec Jojo et son transpalette qui toute la journée, fait du transpal? Donc, et vous pouvez faire une matrice 2-2, je n'ai pas de feutre, donc je ne la dessine pas, une matrice 2-2, et je ne vous conseille pas de travailler dans les entreprises qui sont dans le coin en bas, c'est celles qui ont ni changé les produits, on vend toujours des produits comme avant, et ni changé les processus. Donc les processus, c'est comme avant, les produits, c'est comme avant. Genre, on ne change rien. Et à l'opposé, vous avez l'entreprise qui a changé les processus. On est moderne en recrutement, on est moderne en gestion, on est moderne en innovation, on est moderne en tout. Et le produit que nous vendons inclut des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'informatique, de l'innovation et tout ce qui s'ensuit, des New Age Technologies. Donc voilà, réponse au quiz. Les 2 transformations digitales, c'est 1, la value proposition, l'offre, le produit d'entreprise. 2, c'est le fonctionnement de l'entreprise, les process de l'entreprise, comment est-ce qu'elle vit au jour le jour. Alors, puisqu'on parlait de responsabilité, de durabilité, enfin, on arrive
à l'ESG, durabilité, empreinte. Ouais, je t'écoute. Pour la transformation numérique, vous parlez toujours des impacts positifs, mais il y a pas des impacts négatifs par rapport à cette transition? Si on l'arrête, par exemple. S'il y a des impacts négatifs, il faut vite faire machine arrière et vite les tuer et ou les éviter. Et si on tombe dedans, on va faire machine arrière le plus vite possible. Là, ce qui va compter, j'en ai pas parlé parce que c'est pas un cours assez long, ce qui va compter ici, c'est l'agilité de l'entreprise. C'est-à-dire, on teste and learn, on met en place l'IA au service client. Si, comme tu le dis, tout d'un coup, les clients gueulent en disant mais c'est quoi ce robot qui me répond, je vais t'en coller une. Vite, on arrête l'IA. C'était pas la bonne IA, c'était pas la bonne méthode. On remet vite les équipes. Allô, bonjour, je vous écoute. Donc, il faut être agile, il faut faire du test and learn, mais a priori, c'est ce qui distingue, c'est la conclusion de mon cours, donc ça m'embête un peu que tu me la dises tout de suite, c'est la conclusion de mon cours, c'est ce qui distingue le progrès de l'innovation. L'innovation, c'est juste un truc nouveau. Pour faire un truc nouveau, mais ça ne sert pas à grand-chose, le progrès, c'est un truc nouveau qui peut être très simple, mais qui tout le monde dit « Ah ouais, c'est cool ». Et c'est ça la différence entre les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, mais les bonnes innovations et les mauvaises innovations, la bonne innovation, c'est celle qui amène du progrès. Et accessoirement, parce que non, pardon, accessoirement, non, et principalement, qui va consommer moins, par exemple. Donc, on arrive sur l'ESG. Un chiffre à retenir sur l'ESG, la RSE, développement durable, empreinte carbone. On parle de digital, on parle d'IA, on parle de data center, on parle de cloud, on parle de device, on parle d'informatique, d'ordinateurs connectés, de smartphones, de tablettes et de tout ce que tu veux. Tout ça cumulé, tout ce que je viens de dire, quelle est l'empreinte carbone mondiale de tout ce que je viens de dire? Le cloud, les data centers, l'IA, toute la fabrication des devices, toute la fabrication et le recyclage des devices. Tout confondu, tout le digital. Les détails, oui, mais combien de pourcentage par rapport au monde? 4%, les gars. 4%. La construction, c'est 15%. Le transport, c'est 17%. Oui, mais c'est 4% parce que ce n'est pas utilisé énormément maintenant qu'après. Je te dis maintenant. Parce que là, 4%, c'est un ratio par rapport à ce qui est C'est bon, qui est là, l'industriel et l'énergie fossile. Mais si on fait cette transition numérique, ça va être plus. Avec l'IA, ça va consommer. On ne sait pas. Pour l'instant, c'est 4. Ça, on peut dire. C'est sûr que si tous les abrutis du monde se mettent à tester l'IA pour savoir quelle est la recette du guacamole et pour faire une photo de moi, et vas-y, tu peux me déshabiller la personne, et vas-y, fais-moi à 20 ans, fais-moi à 30 ans, fais-moi à 50 ans, fais-moi une présentation de folie pour monter une start-up qui fera 1 milliard de chiffre d'affaires dans 15 jours. Et si tu fais fonctionner l'IA pour ça, et puis quand tu as, le slideshow pour faire une start-up qui fait 1 milliard avec une personne en 15 jours, dire il y a des fautes, c'est nul et tout, et tu fous tout à la poubelle, c'est sûr que s'il y a des milliers de connards qui font ça, c'est sûr que ça va monter. Mais maintenant, si on s'en sert normalement et raisonnablement, ça peut être mieux. Ce que je veux dire simplement, c'est que tout le numérique, tout le digital, fabrication, IA, consommation, 5G, tout le badar, c'est 4%. C'est autant que l'aviation mondiale. Ce n'est pas pour autant que certains diront 4% c'est trop, d'autres diront ça paraît logique, d'autres diront l'aviation c'est trop, c'est l'aviation qui doit baisser, on doit moins voyager. À la gare de Lyon, il y avait une pub pour aller à Marrakech, 45 euros. Tant qu'on fera des 45 euros pour aller à Marrakech, tout le monde va y aller. Ben oui. Comment veux-tu refuser un 45 euros pour aller à Marrakech en avion? Le train pour aller à Grenoble, c'est 125. Ah, j'aime bien Grenoble. Hein. Franchement, Marrakech, c'est plus sympa. Donc, tant que l'avion est à 45 euros pour aller à Marrakech, forcément, on va faire des EVJF et des EVJ à Marrakech à 45 euros, franchement. Vous auriez tort de vous en priver. Sauf que ça crame la planète. C'est dur de refuser à une offre comme ça. Comme pour ceux qui connaissent Temu, Shein, dites pas Shein, c'est Shein. Avant, c'était She Inside. Ils ont enlevé le side, donc c'est Shein. C'est dur de refuser les offres de Shein, de Temu, de AliExpress. Parce que quand tu as besoin de 3 t-shirts et qui sont à 5 euros chez Shein, eh ben, c'est dur de refuser ça. Comme c'est dur de refuser le Marrakech 45 euros. Moi, personnellement, je ne consomme pas tout ça. Je m'en fous. Mais je comprends la personne qui dit 3 t-shirts, 3 euros, vas-y, je les prends.
Je sais qu'il crame la planète, je sais que c'est pas bien, je sais bien l'impact écologique que ça a, mais avouez que c'est dur à refuser. Mais bon. Et il se trouve que tous les bateaux mondiaux, principalement les cargos, les transports de containers et tout, ça fait aussi 4%. Donc l'aviation, ça fait 4%. Les cargos et l'aviation et la puissance, ça fait aussi 4%. Et le digital, ça fait aussi 4%. Avec la grande différence, vous l'avez bien dit, avec la grande différence, c'est que aviation, cargo, c'est stable à 4. Le digital, si on fait rien, ça monte, ça monte, ça monte. Épée de vache, c'est 16%. De quoi là? Épée de vache. Non, non, ça, c'est fake news. Désolé. Et là, attention, là, on va tous se sentir humains, trop humains. Le cerveau humain, les gars, c'est 20 watts. Rien. Notre cerveau, il est meilleur que l'IA aujourd'hui. Pas toujours, mais aujourd'hui. Il le sera de moins en moins meilleur que l'IA, mais aujourd'hui, il est encore meilleur que l'IA. Et c'est que 20 watts. Rien du tout. Une plume. Donc, plus on réfléchit avec nos cerveaux, l'IA ne battra jamais le cerveau humain en termes de consommation. La première IA qui a battu Kasparov, un joueur d'échecs, il consommait une pièce entière, il dégageait une chaleur de dingue. Le Deep Blue qui a battu Lee Sedol au jeu de Go 10 ans après, pareil, c'est un data center entier pour battre un mec qui, lui, consomme 20 watts. Et le data center, il a dû consommer 100 kilowatts, parce qu'on reste en kilowatts quand même, ce n'est pas des mégawatts là, 100 kilowatts pour battre Lee Sedol. Donc, le cerveau humain est imbattable en consommation. Et on a en France une énorme chance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, il y a 6 mois, altercation entre, encore une fois, ce gros abruti de Donald Trump qui disait « Venez faire de l'IA aux États-Unis » et il disait « Drill, baby, drill ». Vous pouvez forer les États-Unis, on a plein de pétrole en dessous, des gaz de schiste. Allez-y les gars, forez, vous aurez plein de pétrole avec le pétrole. Donc, putain d'énergie fossile, vous allez pouvoir faire cramer la planète et vous allez pouvoir faire des data centers. Et Macron, de manière très intelligente, il a dit... À l'époque, il n'avait pas dit ça. Aujourd'hui, il le dirait. Mais lui, il dit plug, baby, plug. Pourquoi plug, baby, plug? Parce que nous, on a de l'excédent électrique en France. Nos centrales produisent, nos centrales électriques décarbonées, puisqu'elles sont nucléaires, nos centrales produisent trop d'électricité. On n'utilise pas assez d'électricité dans les entreprises. Je peux vous le faire différemment. On utilise trop de fours au gaz, de fours au pétrole, de chauffage au gaz, de chauffage au pétrole, et pas assez de chauffage électrique. Donc, on a des surplus d'électricité qu'on vend aux Allemands, qui ont encore des centrales à charbon, qu'on vend aux Italiens, qu'on vend aux Suisses, et on leur vend l'électricité. Écoutez-moi bien, vous, chez vous, vous payez l'électricité 20 centimes le kilowattheure, prix moyen d'une facture moyenne, ça varie, mais prix moyen, 20 centimes du kilowattheure. Et quand on la vend en gros à des pays, on la vend 4-5 centimes. Donc, 5 fois moins. Et moi, ma question, c'est, et je vous laisse répondre, est-ce qu'il vaudrait mieux pas mettre des data centers en France qu'on alimente avec nos surplus électriques et vendre de l'IA à l'Allemagne, vendre de l'IA à la Suisse, qui en a bien besoin, et parce qu'ils en utilisent beaucoup, beaucoup, et de l'IA à la Roumanie, qui en utilise aussi beaucoup, et à l'Albanie, qui a un premier ministre, qui a un ministre IA pour faire les appels d'offres publics, et vendre de l'IA. Est-ce qu'on, plutôt que de vendre de l'électricité à 5 centimes, on est un peu comme les Qataris à vendre du pétrole, alors qu'on pourrait, avec ce pétrole, en l'occurrence nous, de l'électricité décarbonée, on pourrait faire des choses qu'on vendrait 10 fois plus cher. Il y en a, c'est l'Europe. Bah, je vous laisse réfléchir à ça, personne n'a la réponse, hein, monsieur. Il y en a déjà en France. Oui, je sais bien. Je suis intime avec les data centers. Vendre de l'IA, c'est vendreteur IA ou alors des puces, des calculs. Alors, vendre du compute time, vendre du temps de calcul. On dit, voilà, nous on a un peu comme ce que fait une boîte qui s'appelle Digital Realty ou Equinix, pardon. On a un data center, tout est branché, tu n'as plus qu'à mettre tes programmes et on te vend à l'heure. Et bien sûr, à l'heure, on va lui vendre 1000 fois plus cher que les 2 centimes du kilowattheure. Ou on peut, si on a du Mistral, on peut faire tourner nos modèles et leur vendre du Mistral tout fait. On peut soit vendre un petit peu, soit vendre beaucoup.
Et n'oubliez pas, dans la ruée vers l'or, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est les vendeurs de pelles et les vendeurs de jeans. C'est pas les gens c'est pas les chercheurs d'or qui ont gagné de l'argent. Ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont fourni des outils et des vêtements. Donc Levi, c'est toujours là. Le fournisseur de pelles, on ne le connaît pas, mais c'est ceux qui ont fourni en anglais, on appelle ça des picks and shovels, des pics et des pelles, ou des jeans et des pelles aux chercheurs d'or. Donc, il vaut mieux vendre du compute time aux Allemands qui veulent faire tourner leur système à eux, qu'on vendra bien sûr beaucoup plus cher à tout ça. Et on a aujourd'hui une nouvelle source d'énergie qui va arriver, qui s'appelle les SMR, Small Modular Reactor. C'est des réacteurs nucléaires, c'est les mêmes que ceux de nos sous-marins atomiques. Dans un sous-marin atomique, le moteur du sous-marin, c'est un réacteur nucléaire. Donc tu enlèves le réacteur nucléaire du sous-marin, tu le mets dans un container 40 pieds, ça tient, et tu le mets au cul d'un data center, et le réacteur nucléaire alimente en électricité le data center. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui avec le SMR, Small Modular Reactor, et le AMR, c'est le Advanced Node Technology, mais là c'est pendant 10-20 ans. Et tout ça se fait à Grenoble. C'était la Oui, je n'ai pas tous les noms en tête parce qu'ils sont très compliqués, mais il y a des organismes à Grenoble qui bossent là-dessus et qui vont nous sortir des containers à 3 millions. Et tu achètes ton container à 3 millions et c'est ton alimentation de data center, c'est ta batterie, ton external batterie, pas ton iPhone, mais pour ton data center. Attention à connaître aussi, c'est pas dans le quiz, mais néanmoins, j'aime bien vous faire la culture générale, paradoxe de Jevons, qui s'appelle aussi l'effet rebond, qui montre que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est 4% que ça va rester à 4%, c'est pas parce que la loi de Moore existe, c'est-à-dire que l'informatique baisse de prix tous les 18 mois, et avec le quantique, l'informatique va baisser en prix, avec les nouvelles puces de plus en plus performantes, l'informatique va baisser en prix, on va baisser en consommation, donc l'IA va coûter de moins en moins cher. Eh bien, l'effet rebond, ou le paradoxe de Jevons, dit la chose suivante. Dès que quelque chose est moins cher, ces connards de terriens, nous, on l'utilise plus. Et donc, en valeur absolue, ça consomme plus. Même si unitairement, chaque requête coûte moins cher, en eau, en électricité, en gaz à effet de serre, eh bien, comme c'est moins cher, eh bien, tout le monde utilise plus. Mais c'est un phénomène psychologique humain. Si je vous dis, vous achetez une voiture, elle vous coûte 1 euro du kilomètre, vous dites, 1 euro du kilomètre, je vais faire 100 bandes par semaine, pas plus, parce qu'un euro du kilomètre, 100 balles, il faut les mettre. Mais si je vous dis, mais ta voiture, elle est nouvelle, elle ne consomme plus que 20 centimes du kilomètre, bon, vas-y, tu pars en week-end, tu fais plus 100 kilomètres, t'en fais 1000, parce que comme ça coûte moins cher, tu rentres à Lyon tous les soirs, tu vas faire la fête à Auxerre, tu t'amuses beaucoup plus avec ta voiture. Donc, dès qu'un truc coûte moins cher, ben, on l'utilise plus. Ce qui fait que forcément, ça va être peut-être un petit peu gênant. Ça va, vous suivez, c'est pas trop chiant, c'est cool, c'est bien? Oui, ça va. Ok, cool. Alors, leçon de marketing. On a fait beaucoup de digital, maintenant on passe au marketing. Ça va être très simple. La slide suivante va vous choquer. Moi aussi, je sais faire du putaclic. En anglais, du clickbait. Eh oui, le marketing, c'est nul. C'est pas moi qui le dis, bien sûr, hein, c'est Seth Godin, quelqu'un d'extrêmement important dans le marketing, qui a écrit Your Marketing Sucks. All marketers are liars. Pas besoin de vous le traduire, vous comprenez très bien. Donc, le marketing, c'est nul. Ce qui est certain, moi, je fais du marketing depuis 40 ans. J'adore le marketing. Mais ce qui est certain, écoutez-moi bien, c'est que le marketing n'a pas réussi du tout à faire le marketing du mot marketing. C'est-à-dire que dès qu'on dit marketing, ça sent l'embrouille. Ça sent le truc un peu fumeux, un peu naze, un peu plus cher, on a fait une collab à la con avec un tel et on te le vend 2 fois le prix. Dès qu'on dit on a fait un produit marketing, ça sent le red flag. Personne ne veut d'un produit marketing. Donc le mot de marketing lui-même, il est empreint de connotations très négatives. Et donc, je vous invite à ne plus jamais l'utiliser. Mais le concept de marketing réel, que je vais vous montrer dans quelques instants, est très, très, très utile.
Et je préfère remplacer, puisque le mot de marketing est ici, je préfère remplacer marketing par UX. Je veux faire vivre une bonne expérience à mes utilisateurs. On est tous d'accord. Ça, c'est joli, c'est bien, c'est positif. Je veux que mes utilisateurs, quand ils utilisent mon produit, ils disent ouais, c'est génial, c'est bien, c'est cool, c'est utile, j'aime, je montre à mes amis tellement c'est cool. Ça, c'est bien, c'est de l'UX. Et dès qu'on dit on fait du marketing, tout de suite, il y a un côté promotionnel, péjoratif qui arrive, vendre plus cher, etc., etc. La slide que je vais vous montrer après, je vous autorise, si un prof monte une slide comme ça, au nom de Kratirov, je vous couvre, vous sortez de la classe et vous dites on n'est pas venu ça pour ça. Là. Donc la slide que je vais vous montrer, la couleur est naze, la police est naze, le format est naze, c'est des bullet points. Ne faites jamais de bullet points. Et surtout, ce qui est dessus est naze aussi. Donc ça, c'est la couleur des paquets de cigarettes. C'est une couleur précise, un Pantone précis, qui s'appelle le 448C. C'est la couleur élue par les gens la plus deg du monde. Donc, couleur deg, police, vous avez reconnu, péché. Jamais on utilise la Comic Sans. Ça n'existe pas. Virez-moi ça de... On ne peut pas la virer là, mais virez-moi ça du truc. Bullet points, à proscrire. Il y a une entreprise qui interdit l'utilisation de PowerPoint chez elle. C'est qui? Amazon. Amazon interdit l'utilisation de PowerPoint. Alors, vous pouvez montrer des images, vous pouvez montrer des produits, vous pouvez montrer, si vous êtes sur un nouveau siège social, vous pouvez montrer le design, vous pouvez montrer des photos. Mais ça chez Amazon, c'est interdit. Et je vous conseille de l'interdire à tout le monde. Et en plus, ce qui est dessus, c'est tout faux. Les 4P, ça date des années 70, donc c'est faux, c'est dépassé. Les 5B, avoir le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix, en bon état, c'est fini. Tu vas chez Darty, tu prends ton smartphone, tu flashes un code barre et tu as le prix mondial du téléviseur avec la promo chez machin, la promo chez machin, la promo chez machin, la promo chez machin. C'est quoi le bon prix? C'est le bon prix de chez AliExpress, c'est le bon prix de chez Temu, c'est le bon prix de chez Monoprix, c'est le bon prix de chez Hermès. Le bon prix, ça ne veut plus dire grand-chose. Le SWOT, vous avez tous été bercés au SWOT, du SWOT par ici, je ne sais même pas ce que c'est, vous savez tout ce que c'est. Le SWOT, les années 70, là, Harvard Business Review, c'est très bien le SWOT. C'était très bien en 70. Il y a mieux aujourd'hui. C'est un truc des années 70. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça. C'est une bonne base. Mais si je te demande un dossier, on va lancer un nouveau produit, je te dis, tiens, je te nomme responsable du lancement du nouveau produit. Si tu me sors analyse, SWOT, stratégie de lancement 4P, bah, tu es entre 60 et 70, quoi. Si tu te sers de ça comme base et que tu m'ajoutes, une fois qu'on a fini le SWOT, tu m'ajoutes du Harvard Business Review, tu m'ajoutes du VUCA. VUCA, ça veut dire volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. En anglais, c'est uncertainty, d'où le U. Si tu m'ajoutes d'autres choses à la base, je suis d'accord. Les 4P, c'est un bon moyen mnémotechnique. Parce qu'on a le produit, il est bien, il est au bon prix, à bonne promotion, il est bien distribué. C'est un moyen mnémotechnique. Mais ça ne peut pas être une stratégie. Et donc, il y a mieux que les 4P. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Modern Marketing Model, qui est en 10 points. Et dans ces 10 points, ben, vous avez des points qui ne sont pas dans les 4P. Elle est où la data dans les 4P? Ah, donc, je dis, ah oui, mais dans le produit, on peut mettre la data. OK. UX, il est où le UX dans les 4P? Ah, mais l'UX, c'est un peu la communication. Non, parce que l'UX, c'est aussi le UI du produit, la user interface du produit. Donc, il est où l'UX? Et le positionnement, etc., etc. Donc, aujourd'hui, 2026, c'est VUCA et MMM, Modern Marketing Model. Et mais comme tu le dis très bien, 4P et SWOT, c'est aussi une bonne base. Mais s'il n'y a que ça, c'est nul. S'il y a ça plus ça, ça va. Petite définition du marketing, c'est une des questions. Répondez pas tout de suite parce que la réponse, je pense, est un peu plus un peu derrière. Donc, retenez ça. UX ou marketing, c'est créer de la valeur. On crée de la valeur. Quand on est un peintre, on crée, un sculpteur, on crée des émotions, on crée des formes, on crée
du style, on crée quelque chose. Quand on est ingénieur, on crée des solutions techniques à des problèmes techniques ou des problèmes de génie, ceci ou cela. Et quand on fait du marketing, eh ben, nous aussi, on est des créateurs, on crée de la valeur pour l'écosystème, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en marketing doit consommer moins que ce qu'on faisait avant. Donc, le nouveau produit qu'on élabore en marketing, il faut qu'il consomme moins de terres rares, moins d'eau, moins de gaz à effet de serre, moins de CO2, bien sûr. Il faut qu'il consomme moins de tout. Il faut qu'il soit plus sobre. Sinon, ce n'est pas du marketing. Il faut que le client trouve de la valeur, de la satisfaction, et il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Donc, si vous avez un super produit qui consomme beaucoup moins et les clients sont ravis, mais vous le vendez à perte, ben vous ne faites pas du marketing. Vous faites les 2 premiers points, mais pas le 3e. Si vous avez un super produit, les clients sont super contents et on gagne plein de thunes, mais on détruit la planète, vous ne faites pas du marketing. Le marketing, c'est créer de la valeur pour les 3. Alors maintenant, moi, ça, c'est mon ordre à moi, mais moi, je suis vieux et j'ai cramé tout le CO2 que j'ai pu cramer pendant 40 ans. Aujourd'hui, j'en crame plus. Mon total CO2 annuel, c'est 3300 tonnes. C'est assez imbattable. Aujourd'hui, c'est mon ordre, mais c'est mon ordre à moi. Peut-être que votre ordre à vous, et vous avez le droit de cramer aussi du CO2, parce que vous n'avez rien cramé pour l'instant. Peut-être que pour vous, ce sera d'abord le client, après l'écosystème et après l'entreprise. Ou peut-être que pour vous, ce sera l'entreprise, le client et en dernier l'écosystème. Chacun met ces 3 éléments comme il veut. Si on est chez Patagonia, c'est d'abord l'écosystème, bien sûr, après le client, et après, s'il reste un peu de sous, on paye les gens de chez Patagonia. On se rend compte que Patagonia, le gars qui a lancé, j'ai oublié son nom, il avait un produit qui était des piquets pour des piolets, pardon, pas des piolets, des pieux, des piquets qu'on met dans la roche, comment ça s'appelle? Des pitons, merci. Ils vendaient des pitons, 70% du chiffre d'affaires, c'est des pitons. Ils se sont aperçus que les pitons, ça détruisait la montagne et qu'à force de planter des pitons, il n'y aurait plus de montagne. Le gars, il a dit, rendez-vous compte, 70% du chiffre d'affaires, le gars, il a dit, on ne vend plus de pitons. Je m'assois sur 70% du CA parce que le piton détruit la montagne. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disent on laisse tomber un produit qui fait 70% du CA. Donc, ça, c'est une boîte qui a l'écosystème en premier. Et voilà la définition la plus courte du marketing. C'était la question au quiz, je pense. La définition la plus courte du marketing, c'est smiley, sourire, le client est content. On le met en vert, la planète est contente. Égale des euros, l'entreprise est contente. Donc, en gros, on gagne de la thune, le client est content et on respecte la planète. Alors, quand je dis respecter la planète, vous comprenez, l'écosystème, c'est un petit raccourci parce qu'il n'y a pas que le CO2, il n'y a pas que le gaz à effet de serre, il y a aussi, les gars, bien traiter les salariés. Si je traite mes salariés comme des merdes, ce n'est pas l'écosystème. Et bien payer ses impôts. Si, comme Amazon, je traite mes salariés comme des esclaves, et je crame la planète avec du carton, des avions et des transports qui vont dans tous les sens, je ne crée pas de valeur pour l'écosystème parce que mes salariés ne gagnent pas leur vie. Si je suis Uber, par exemple, les taxis Uber, mes salariés qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas de couverture, qui sont traités par des algorithmes comme des esclaves, ce n'est pas bien traiter l'écosystème. Donc, la bonne définition du marketing, c'est bien traiter ou créer de la valeur pour l'écosystème, les clients et l'entreprise. L'entreprise, elle a besoin de sous. Les clients, ils ont besoin de satisfaction et la planète, elle a besoin d'être améliorée, respectée le plus possible. C'est bon? Ouais. Ouais. La création, la définition longue, c'est l'écosystème d'une entreprise, mais en cours, c'est quoi? Smiley, sourire égale euro. Au moins, comme ça, tu t'en souviens. Et le jour où on dit, là, on ne fait pas du marketing, tu dis, smiley, le client est content, la planète est contente, on gagne de l'argent, si c'est du marketing. Et à quel titre? Et là, boum, tu balances. Ouais. Ah, je n'ai pas montré, tous les bouquins que j'écris sont sur le site. Alors, je vais vous montrer, vous parler de quelque chose de très, 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 très simple, mais de très dur à mettre en œuvre. Donc, la chose simple,
c'est la définition du positionnement. Le positionnement est la cause d'échec de la majorité de l'ensemble produit. Pourquoi la majorité de l'ensemble produit échoue? À cause d'un mauvais positionnement. C'est quoi le positionnement? Je vais vous le dire dans une seconde. C'est hyper simple. Vous allez tous comprendre en même pas 10 secondes. Mais attention, c'est super dur, et je vais vous dire pourquoi. C'est super dur à mettre en place en entreprise. Donc, c'est quoi la définition? Ben, c'est hyper simple. C'est parmi toutes les qualités de mon produit, de mon offre, de ma proposition, parmi toutes les qualités, j'en choisis une principale et je l'adresse à une cible principale. Ça ne veut pas dire que je m'interdis de vendre à C7 et à C5, mais ma cible principale, c'est C6. Donc la définition du positionnement, c'est choisir une qualité et une seule et l'adresser à une cible et une seule. C'est le graphique qui est ici. Donc je pourrais vous donner plein d'exemples, mais on va passer rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Vous avez un directeur financier qui dit c'est quand même dommage de toucher C6. C6, c'est 100 000 personnes. Mais si on mettait C5 et C7, ça ferait 800 000 personnes. Donc, je préfère qu'on touche 800 000 personnes que 100 000. Donc, tu vas me faire le produit pour C5, C7, C6. Et puis, il y a le service recherche et développement ou recherche technique qui dit c'est quand même dommage de ne revendiquer que la qualité numéro 5, qui est, je ne sais pas quoi, moi, la solidité. Ce serait bien de revendiquer aussi la Q4, qui est l'ergonomie, et puis la Q6, qui est la recyclabilité. Et la réparabilité, Q7. Alors, ce serait mieux de faire Q4, Q5, Q6, Q7. Et c'est là où on perd le positionnement, puisque le positionnement, c'est choisir une qualité et l'adresser à une cible. On ne s'interdit pas de parler du reste, mais le reste, c'est annexe. On ne s'interdit pas de vendre à C4, C8, mais on a ciblé expressément la cible 6. Donc, c'est pour ça que c'est très simple à comprendre, vous l'avez tous compris en 10 secondes, mais c'est très dur à mettre en entreprise, parce qu'en entreprise, il y a toujours quelqu'un qui dit qu'il faut faire différemment. Et comme le marketing n'est pas décisionnaire sur ces points-là, c'est la finance, c'est le commerce, c'est d'autres personnes qui décident, et ben le marketing se plie et dit, bon, bah, si vous voulez le vendre aussi à C6, C1, C2, C3, ben, on va le vendre à tout le monde. Ce qui fait qu'on a un produit avec toutes les qualités pour tout le monde, et donc c'est de la merde. Les produits qui vous plaisent sont des produits qui ont été ciblés spécialement pour vous. Et donc si maintenant on a un tel potentiel qu'on pourrait faire plusieurs produits, très bien, on fait 3 marques. La marque 1, elle fait Q5, C6, la marque 2, elle fait Q3, C8, et elle s'appelle marque 2 ou produit 2 ou business unit 2 ou ce que l'on veut en plus. Et ce qu'il faut comprendre dans le positionnement, c'est qu'il y a une vision technique du positionnement par celui qui fait le produit. À quoi sert mon produit? Les gens vont vous dire, mon produit, il sert à se déplacer, mon produit, il sert à faire ceci, à faire cela. Et puis, il y a un point de vue totalement différent. Tu as une question? Vous dites que le produit n'est pas décisionnaire en entreprise. Le marketing. Que le marketing, mais il faut au sens connaître son marché et ses produits. Ah oui, mais dans ce cas, j'allais dire, normalement, c'est quand même à eux de définir aussi quelle qualité oui. doit avoir le produit, vu que c'est eux qui savent à qui ils veulent s'adresser. Tout à fait. À quel moment ils ne sont pas décisionnaires. Donc c'est eux qui, entre guillemets, qui... Le marketing présente, dans une réunion comme celle-là, présente son produit, la qualité qu'il a choisie, la cible qu'il a choisie, et tu as le directeur financier qui dit non, mais 100 000 personnes pour un produit nouveau, c'est l'échec assuré, il faut 500 000 personnes. Donc le marketing, là il n'est plus décisionnaire. Il dit moi, je recommande ça. Le marketing est une force de recommandation, de proposition. Et tu as le directeur financier qui est au-dessus du marketing qui dit non, mais 100 000 personnes, c'est pas possible, on va perdre de l'argent, il faut 500 000 personnes. Bon, bah, ok. C'est pour ça que je dis que le marketing n'est pas décisionnaire. Il fait la recommandation, il donne son avis jusqu'au bout, mais s'il y a un gars au-dessus qui dit non, ça c'est ok. Là, vous dites que cette approche de positionnement objectif, c'est l'approche qui marche le mieux. Oui. Et c'est quoi les causes? Enfin, est-ce qu'on a des données sur oui, bien sûr. Plein de données, et les produits qui réussissent, c'est ceux qui ont
revendiqué, par exemple, Volvo réussit, ils ont revendiqué une seule qualité, la sécurité. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient design, ils n'ont pas dit qu'ils étaient puissants, ils n'ont pas dit qu'ils étaient économiques, ils n'ont pas dit qu'ils étaient. Ils sont sécuritaires pour des familles. C'est le positionnement de Volvo. Après, ça ne leur empêche pas d'avoir des produits, d'avoir autre chose, mais c'est le positionnement de Volvo. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Ça a été adopté depuis longtemps ou Ah oui, depuis. Est-ce qu'on n'arrive pas à personnaliser, par exemple, comment on fait des pubs? On sait qui regarde quelle pub et du coup, on va promouvoir On certaines peut caractéristiques. faire des variations. Ça devient compliqué. Ok. Et donc, attention, entre ce que les ingénieurs, je m'adresse à la partie d'entre vous qui sont ingénieurs, ce que les ingénieurs pensent vendre et ce que le client achète, il y a un gouffre. L'ingénieur, il pense qu'il vend une planche, des trucks, des roulettes, des roulements à billes, des pads, etc. Donc, il pense qu'il vend une planche à roulettes qui permet de se déplacer, qui permet d'aller à l'école, qui permet de faire quelque chose. Et c'est un objet technique. Et ce que le jeune achète, il achète un lifestyle, il achète un moyen de se faire des copains, il achète un sport, il achète une activité, il achète 1000 choses, le cool, il s'achète plein de choses, il achète plein de choses. Il n'achète pas une planche qui a des trocs, des machins et qui a une caractéristique en inox, en machin et en truc. Et là, si on donne à la boîte qui fait des planches à roulettes, si on lui donne une prime de 100 000 euros, vous avez gagné le concours de l'entreprise la plus innovante. On vous offre 100 000 euros et vous devez dépenser 100 000 euros dans votre produit. À votre avis, ils le dépensent où les 100 000 euros? Eh bien, ils vont mettre des roulements en inox, ils vont mettre des pads plus sophistiqués, ils vont mettre une planche qui dure 10 ans. Alors que lui, la planche qui dure 10 ans, il s'en fout. Dans 2 ans, il fera plus de skate. Il sera passé à autre chose. Donc, qu'on lui dise, la planche, elle dure 10 ans. Rien à foutre. Lui, il va en faire maintenant, il veut s'éclater maintenant, il veut se faire des potes maintenant. Donc, où est-ce qu'il faudrait mettre les 100 000 euros? Dans un partenariat avec Léna Mafouf et Seb Lafrite, où on les voit tous les deux faire du skate, et ils arrivent au milieu du rampage, ils s'embrassent et ils déclarent qu'ils vont se fiancer et se marier. Et là, tu vends des planches à roulettes. T'as capté? Mais quand vous dites à une entreprise, dépensez pas d'argent sur le produit, dépensez de l'argent sur de la com, ils disent non, la com, c'est du vent. Mais le gars, il achète du vent. Il faut lui vendre du vent. Il faut lui vendre la planche sur laquelle Seb Lafrite a obtenu la demande et la main de Léna Mafouf. C'est ça qu'il va acheter. Bon, là, on est très jeune, hein, mais je comprends que ça vous choque. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Hein. Je vous propose une thèse, je vous propose une vision. Je ne vous demande pas de la partager, je vous demande juste de l'examiner et pourquoi pas, parce que vous avez votre libre arbitre, de la refuser, de la rejeter. Non, moi je pense qu'il faut, si vous me ferez pas dire, je pense qu'il faut déjà avoir un bon produit avant de faire la pub. Mais bien sûr, la planche, elle est déjà excellente. Mais à quoi ça servirait de la rendre excellentissime si celui qui l'achète n'achète pas ça? Ce qui ne nous empêche pas de faire une planche excellentissime pour le champion du monde de skateboard, que vous ne connaissez pas, en faire un autre style de pub. Mais là, on va tomber sur un autre positionnement qui est le skateboard de compétition, qui touche beaucoup moins de jeunes que le jeune qui veut juste s'éclater. Allez, on passe à autre chose avec une théorie qui s'appelle le job to be done. Et job to be done, c'est une théorie, il y a un bouquin, on reverra ça un peu plus tard aussi, c'est une théorie et un bouquin qui dit pour quelles raisons profondes le client achète un produit. Le client achète un produit pour faire un job pour lui. Quel est le job que le client veut faire au produit? Là, le jeune, il achète une planche à roulettes pour avoir l'occasion de faire des rencontres, pour avoir l'occasion de s'éclater, pour avoir l'air cool. Le job to be done de la planche à roulettes pour lui, c'est ça. C'est pas de faire des vols à 10 mètres de haut et de faire des trucs de l'extrême filmés par Red Bull. Donc le job to be done, c'est vraiment la raison profonde pour laquelle le client achète le produit. Et c'est une question extrêmement intéressante à se poser, avec celle de la communication, bien sûr. Si vos clients ont une valeur perçue de votre produit qui n'est pas la valeur réelle,
Quand vous faites une enquête client, à votre avis, ce produit-là, quelle est sa valeur? La valeur est en dessous de la valeur réelle étant le benchmark officiel et technique du produit, c'est que vous avez un problème de communication. Là, il faut embaucher une directrice de la communication qui soit extrêmement bonne, avec une bonne agence, et lui donner du budget pour qu'elle puisse développer la communication. Et grâce à la communication, la valeur perçue va augmenter, jusqu'à arriver à 100%. Quand la valeur perçue sera à 100% de la valeur réelle, là, on donnera de l'argent à la recherche et développement pour faire progresser la valeur réelle du produit. Mais moi, je vois beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là et qui disent on investit encore dans la qualité du produit. Mais gros, la qualité de ton produit, elle n'est pas comprise. Personne ne comprend la qualité de ton produit et tu veux encore l'améliorer. Les gens ne vont pas mieux comprendre. Donc, d'abord, de la communication pour que la qualité perçue soit la qualité réelle, et après, bien sûr, augmenter la qualité réelle du produit. Ou pourquoi pas, si on a 2 joueurs, augmenter les 2 à la fois. Mais continuer à augmenter la valeur réelle du produit sans améliorer la communication, c'est quelque chose qui va servir à rien. Et c'est un phénomène que je vois extrêmement souvent dans les boîtes industrielles, dans les boîtes techniques, qui prennent de mauvaises décisions et ils finissent par mourir avec d'excellents produits. Ils ont d'excellents produits, mais malheureusement, ils ne les vendent pas. Parce que qu'est-ce qui fait vendre? Est-ce que c'est la valeur réelle du produit qui fait vendre ou est-ce que c'est la valeur perçue? Malheureusement, je le regrette de vous dire que c'est la valeur perçue qui fait vendre le produit. Même quand on fait un appel d'offres ouvert sous pli d'huissier avec un officier d'État qui regarde les réponses aux appels d'offres, c'est toujours la valeur perçue qui l'emporte. Même si votre valeur réelle est meilleure. Donc moi, je préfère qu'on améliore la valeur perçue jusqu'au niveau de la valeur réelle et qu'après, bien sûr, on améliore le tout. Donc, vous avez compris, la définition du positionnement, c'est d'adresser une qualité et une seule à une cible et une seule. Il est temps de s'arrêter pour le déjeuner. Je n'ai pas tout fait encore. Il nous reste à voir plein de choses qu'on verra donc après le déjeuner. Est-ce que vous